Il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux et bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire et quand par hasard il s'en trouve quelqu'une née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par cet état. C'était Émilie du Châtelet, Discours sur le bonheur. On est au XVIIIe siècle. Bonjour à toutes et tous. Alors, trop longtemps perçue de manière simpliste comme la compagne de Voltaire, la divine Émilie a pourtant participé activement à la diffusion des sciences physiques et mathématiques auprès de ses confrères scientifiques et même des philosophes des Lumières. Femme ambitieuse, Émilie du Châtelet méprise, vous allez voir, les normes de son temps pour assouvir sa passion pour les sciences et devenir la première femme savante du siècle des Lumières. Émilie du Châtelet, femme de science, une émission Timeline évidemment. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Dès sa plus tendre enfance, on destine déjà la petite Émilie à un avenir brillant. Fille de Louis-Nicolas le Tonnelier de Breteuil et de Gabrielle Anne de Froulet. Émilie, de son nom complet, alors attention, accrochez-vous, Gabrielle Émilie le Tonnelier de Breteuil, naît en 1706 à Paris. Elle connaît une enfance heureuse et jouit de tous les privilèges d'une famille noble, riche et proche des sphères du pouvoir à cette époque. Dès le XVe siècle, les Breteuil s'épanouissent dans la magistrature et les finances. Leur bonne réputation et leur droiture font qu'en 1579, Charles IX remet ses lettres de noblesse à la famille Le Tonnelier de Breteuil. Dans la lignée de ses aïeuls, le père d'Émilie, Louis-Nicolas Le Tonnelier de Breteuil, donc, est aussi une figure appréciée à la cour. Il gagne l'estime du roi Louis XIV en tant qu'introducteur des ambassadeurs. Mission pour laquelle, d'ailleurs, il excelle par sa perspicacité et son sens de la diplomatie. Connu pour son passé de grand séducteur aux nombreuses conquêtes, il finit tout de même par se vouer aux joies de la vie de famille. En 1697, il épouse en seconde noces Anne de Froulet, issue d'une famille de militaires. Anne est une femme rigide, sévère, mais pas des moins bienveillantes avec ses enfants. Ensemble, ils en ont 6, mais seule Émilie, 5e des 6 enfants portés par sa mère et 2 de ses frères aînés, vont survivre. Malgré la perte de leurs enfants, ils passent des jours heureux, unis dans la demeure familiale située à 2 pas de la rue Saint-Honoré, à Paris. Dans ses correspondances, la cousine de Froulet fait la description de la maison familiale. C'est un grand hôtel particulier de 4 étages avec vue sur le jardin des Tuileries qui abrite toute la famille Breteuil ainsi qu'une foule de domestiques. On trouve à chaque étage 8 ou 9 pièces toutes décorées et dorées avec un luxe miraculeux, je cite. En plus d'être issue d'une famille noble et soudée, elle est aussi la 3e enfant d'une famille de garçons. Un détail qui a quand même son importance puisque par chance, elle bénéficie sur décision de son père de la même éducation que ses frères. C'est extrêmement important. Les parents d'Émilie, effectivement, sont beaucoup plus attentifs qu'on ne l'était habituellement à cette époque. Parce que contrairement à l'usage, elle va passer la majeure partie de sa jeunesse entourée de sa famille, loin des couvents fermés. Et son éducation va faire l'objet d'une attention toute particulière. Impressionné par la précocité et les efforts de leur fille, le couple de Breteuil encourage à tout prix le développement de son génie. Aucune connaissance ne lui est interdite, aucune contrainte ne lui est imposée à cause de son genre. Un précepteur lui apprend le latin, les mathématiques, le grec, l'allemand, l'espagnol, le clavecin, le chant, la danse et même l'équitation. Baigné toute son enfance dans un environnement lettré, son quotidien atypique contribue à forger son goût forcément pour les sciences et pour l'étude. Son père lui-même intervient pour donner à sa fille un savoir et une culture aussi diversifiés que possible. Et les parents que vous êtes certainement de l'autre côté du micro doivent comprendre ce que je veux dire. Il est possible que le père ambitieux ait proposé à Émilie de prendre pour modèle Madame Dacier, célèbre traductrice des poètes grecs et latins.
figure polémique en plus au début du siècle, mais unanimement respectée comme l'une des plus grandes érudites de son temps. L'éducation donnée aux jeunes filles au XVIIe et XVIIIe siècle se veut éclairée et digne. Donnée au sein quand même de couvents fermés, l'enseignement s'appuie sur les responsabilités les plus fondamentales de la maison, de la partie affective évidemment de la vie familiale. Tout ce qui concerne alors une éducation vraiment savante lui est purement et simplement nié. 20 ans avant la naissance d'Émilie, la question de l'éducation des jeunes filles faisait pourtant déjà, sachez-le, l'objet de débats. L'abbé Claude Fleury et Fénelon même publient à quelques années d'intervalle des traités destinés aux méthodes d'étude des jeunes filles. Et dans ces ouvrages, il leur est proposé un programme éducatif centré sur une instruction religieuse plus morale que dogmatique. Après quoi, les filles apprennent à raisonner d'après une logique simplifiée, moyenne. L'enseignement se concentre donc sur une grammaire appliquée aux écrits du quotidien, une arithmétique également pratique, un peu de jurisprudence et une pharmacopée de base quand même. En comparaison à l'éducation des jeunes garçons du même âge, l'instruction est plus sommaire, cantonnée à une pratique quotidienne, voire domestique, vous l'avez compris. Aucune ambition d'élever les esprits des filles donc. D'après Fénelon, je cite, « La science des femmes, comme celle des hommes, doit se borner à s'instruire par rapport à leurs fonctions. La différence de leurs emplois doit faire celle de leurs études. Et comme elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans les ministères des choses sacrées, elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie et à la théologie. » Et donc tout ça met en lumière le privilège dont a su tirer profit la jeune Émilie. La qualité de ses études est telle que beaucoup d'hommes du monde ne peuvent même pas se vanter d'avoir eu pareille éducation. Elle est curieuse de tout, la petite fille veut tout apprendre, tout comprendre. La cousine de Froulet s'étonne même de l'avidité et de connaissance d'Émilie. Toujours dans ses correspondances, elle évoque l'implication des parents, prêts à sacrifier, je cite, selon ses dires, 3 pièces de la maison pour y installer une bibliothèque bien remplie, bibliothèque destinée entre autres aux enfants qui, très jeunes, ont le droit d'y prendre librement des livres. Cette liberté accordée aux enfants est plus que surprenante pour l'époque. Les parents montrent là un profond respect pour les choses de l'esprit. À l'hôtel de Breteuil, Louis et Anne tiennent régulièrement des salons. Tous les jours, ils reçoivent une vingtaine de personnes, parmi elles les meilleurs esprits de l'époque. Fontenelle, l'écrivain le plus célèbre et le plus considéré en ce début de siècle, il vient même très fréquemment. Chaque jeudi, il aime entendre les nouveaux potins de la cour et rencontrer d'autres hommes célèbres. Et Fontenelle ne se gêne pas de lui expliquer certains morceaux de ses entretiens sur la pluralité des mondes, qu'elle avait d'ailleurs déjà lus. Et avec elle, il va parler de physique, d'astronomie, il va partager avec elle les nouvelles découvertes de l'Académie des sciences, comme celle de Cassini, le célèbre astronome, qui, entre autres, a découvert 2 satellites de Saturne. Mais une autre figure importante parade dans ces salons. Et lorsque Louis de Breteuil fait la connaissance du jeune Voltaire, en 1714, il est immédiatement séduit. Pensez donc à cette époque, Émilie a un peu plus de 10 ans, mais son père l'autorise malgré tout à rester au salon lors des réceptions. Très tôt, elle a même le droit, écoutez bien, d'intervenir dans la conversation, ce qui à l'époque est absolument incroyable. Dans ses mémoires, Voltaire décrit Émilie de Breteuil en ces termes, je cite, « Elle savait par cœur les plus beaux morceaux d'Horace, de Virgile et de Lucrèce. Tous les ouvrages de Cicéron lui étaient familiers. À 17 ans, Émilie connaît suffisamment d'anglais pour lire Locke dans le texte et se passionner pour la philosophie anglaise. Très jeune, elle montre un goût dominant pour les mathématiques et pour la métaphysique. » Ça fait rêver pas mal de parents encore aujourd'hui. Monsieur de Breteuil parle très librement avec sa fille de toutes sortes de sujets et n'hésite pas à louer le génie de Voltaire. Après le succès scandaleux d'Oedipe, réquisitoire terrible contre les dieux, Louis de Breteuil confie à sa fille son mépris pour la croyance biblique. Émilie retient plutôt bien la leçon paternelle et voltairienne. À la fin de son adolescence, elle est encore très loin d'égaler les grands mathématiciens avec lesquels elle correspondra quelques années plus tard, mais son niveau est déjà plus que suffisant pour prendre des leçons avec des savants
dont la réputation n'est plus à prouver à cette époque-là. Son éducation philosophique n'est pas moins importante, elle apprend la métaphysique cartésienne qui domine alors tout système de pensée à cette époque. Grâce à qui? Grâce à Descartes. Elle s'approprie les liens qui unissent science et métaphysique, et elle va garder toute sa vie la rigueur d'une pensée claire et méthodique. Cette cartésienne, au caractère bien trempé, ça c'est la phrase qu'on donne toujours, ne cesse de vouloir concilier la liberté humaine avec le déterminisme de la nature. Deux exigences philosophiques contradictoires héritées de son enfance. Une vision du monde en dehors des clous donc, qui intrigue, et voire évidemment qui énerve. En tant que père libéral et aimant, Louis de Breteuil a toujours octroyé toute sa confiance à sa fille, même si sa mère lui a enseigné le goût de l'effort, de la rigueur et de la discipline. Émilie ne vit que pour l'amour de la liberté et du non-conformisme. Comme son père, elle n'est que très peu sensible au qu'en dira-t-on coutumier des salons littéraires. Comme lui, c'est une âme passionnée, capable de commettre les plus grandes extravagances. De façon générale, Émilie du Châtelet est une femme sèche, inflexible, qui ne se préoccupe pas des autres. On peut même la qualifier d'égocentrique, même parfois. Le temps consacré à de telles préoccupations serait à ses yeux une perte de temps immense et une grande perte d'énergie. Des forces qu'elle pourrait d'ailleurs consacrer à d'autres projets plus ambitieux. Ce tempérament fait d'elle donc une figure du XVIIIe, traditionnellement, on va dire, plus virile que féminine. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Voltaire, le premier, la compare à un grand homme. Émilie vit sa féminité et sa virilité de façon alternative. Elle est tout l'un ou tout l'autre, si vous voulez, selon l'humeur. En fait, elle est à géométrie variable selon ce dont elle a besoin. Sa personnalité affirmée est d'autant plus visible lorsqu'elle épouse Florent-Claude du Châtelet. En 1725, Monsieur du Châtelet, de 11 ans son aîné, c'est un homme courtois, amical et surtout discret. Mais il comprend vite que la femme qu'il vient d'épouser lui est bien supérieure, à la fois intellectuellement évidemment, mais aussi quand il est question de complexion. Alors ce mariage n'est ni vraiment heureux, ni vraiment malheureux. Mariée à 19 ans, cette union a l'avantage d'améliorer son rang, bien sûr, puisqu'elle prend alors le titre de marquise du Châtelet, c'est pas rien. Elle donne rapidement 2 enfants à son mari, mais sans grande émotion, c'est pas ce qui lui importe le plus. La maternité laisse entendre l'abandon de ses leçons de mathématiques prises auprès de son voisin, Monsieur de Mézières. Souvenez-vous de toutes les émissions qu'on a pu faire sur les grands personnages, notamment donc les femmes. C'est assez curieux de retrouver ce même modèle, c'est-à-dire qu'en fait pour elle, la maternité n'est pas forcément quelque chose d'important, il y aurait peut-être quelque chose à travailler là-dedans. C'est ainsi qu'elle va donc donner naissance à sa fille, Gabrielle Pauline, en 1726, puis un fils, Louis-Marie Florent, un an plus tard. À la suite de ces 2 grossesses consécutives, elle est comme libérée du joug de la maternité, si vous voulez. Son devoir, oui, c'est le devoir conjugal, de donner un héritier à sa lignée est accompli. Bon, maintenant elle peut passer à autre chose, ses enfants sont rapidement confiés à une nourrice, et du coup ça lui laisse le temps de vaquer à ses occupations favorites, c'est-à-dire le travail, l'étude, etc. Tout au long de sa vie, la place que prennent ses enfants dans son quotidien, écoutez bien, est quasiment inexistante. Alors, on ne va pas se leurrer non plus. Attention, le mot bébé, par exemple, n'existe pas à cette époque-là. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis. Il n'y a pas la même... il faut attendre Louis XVI et sa famille, d'ailleurs, pour voir un véritable amour pour ses enfants. C'est différent. Il ne faut pas voir avec nos yeux, encore une fois, d'aujourd'hui. Surtout, ne pas plaquer nos yeux d'aujourd'hui sur ce monde du XVIIIe siècle naissant qui est totalement différent. Et effectivement, la première moitié du XVIIIe siècle, on peut dire que la maternité n'est vraiment pas une activité qui est mise en avant. Au contraire, c'est même l'apogée, on peut le dire, je crois, de l'indifférence maternelle. Confier ses enfants tout juste nés à une nourrice, c'est pas choquant, encore une fois. Donc, encore attention avec l'erreur qu'on commet souvent de la fameuse grille de lecture sur laquelle j'insiste souvent. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ne pas voir les époques avec nos yeux d'aujourd'hui, ce serait totalement déformé. Mais la désormais marquise du Châtelet n'est quand même pas pour autant une mère modèle selon les critères de son siècle, parce que normalement quand même on s'occupe un peu des enfants. Là, elle, pas du tout. C'est comme si elle n'en avait pas eu une fois qu'ils ont été faits. Et j'allais presque dire, une fois qu'ils ont été pondus, c'est terminé pour elle. De ce côté-là, c'est un peu la façon dont elle le ressent. Sa correspondance, pourtant riche en détails sur ses joies, ses peines, ses plaisirs, ne fait
que très rarement part de ses enfants. Les 2 seules mentions marquantes d'un enfant dans ses lettres évoquent la mort de son fils cadet en 1734, c'est vous dire. Et voilà ce qu'elle dit: « J'ai éprouvé un malheur attaché à l'état de mère, j'ai perdu le plus jeune de mes fils, j'en ai été plus fâché que je ne l'aurais cru, et j'ai senti que les sentiments de la nature existaient en nous sans que nous nous en doutassions. » Mais, connaissant la marquise, la peine passe assez vite, rassurons-nous, assez vite au second plan, et de nouveaux récits se succèdent à la triste nouvelle. J'apprends la géométrie, à l'algèbre, et en plus de ça, on apprend dans une seconde lettre que la fâcherie engendrée ne l'a pas empêché d'appeler son amant pour venir la consoler. Enfin, imaginez un petit peu, on est dans un autre monde, une autre planète même. Son mariage aurait pu même tuer dans l'œuf sa brillante carrière scientifique, mais il s'avère être en réalité très permissif. Ça lui donne au contraire des ailes. Il ne s'agit pas d'un mariage d'amour. Encore une fois, à cette époque-là non plus. Le mariage d'amour est très rare, exceptionnellement rare. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de romans, on va dire aujourd'hui à l'eau de rose, mais qui circulaient à cette époque, faisaient fureur, parce que l'amour, enfin le mariage d'amour est tellement rare et tellement beau et tellement fantasmé qu'il n'existe pas. Il y avait, je fais un aparté, il y a quelques années un médecin qui avait travaillé sur ce domaine-là et qui avait dit quand on a permis le mariage d'amour, c'est ce qui a déclenché le divorce. Et donc c'est logique, effectivement, le monde a changé quand on a permis le mariage d'amour. Donc voilà, comme quoi la société est changeante selon évidemment la façon dont on l'aborde. Donc pas un mariage d'amour comme je le disais, mais de l'union entre 2 grandes familles, pas immensément riches, mais de lignées illustres. Et tandis que Florent Claude, son mari, poursuit une carrière militaire en tant que colonel, et donc forcément souvent absent, Émilie poursuit quant à elle ses travaux scientifiques. Son mari est doté d'une personnalité, je l'ai dit tout à l'heure, douce, conciliante. Il ne va pas s'opposer du tout aux passions de sa femme, et cette femme qu'il admire. Doué d'une culture assez sommaire, comme on peut l'être quand on a l'état militaire, à cette époque-là, il est ébloui par l'intelligence de sa femme. Et fort heureusement pour Émilie, Florent Claude, loin d'être jaloux, fait constamment l'éloge du génie de sa femme. Il est fier de l'avoir porté son nom. En toute honnêteté, le nom de Duchâtelet n'aurait sans doute pas aussi bien traversé les âges sans Émilie, et évidemment, il en avait conscience. Et jusqu'à la mort de son épouse, il restera son ami fidèle. Dès les premiers mois de leur mariage, il comprend le besoin de liberté de son épouse. D'un commun accord, ils décident donc de vivre séparément et s'autorisent des romances. On va dire ça gentiment, chacun de leur côté, vous avez compris. Durant cette période, la marquise a plusieurs amants, elle vit avec passion, toujours, ses relations nouvelles, elle vit tout avec passion, on peut le dire, sauf ses enfants, notamment avec le duc de Richelieu ou encore Maupertuis, le savant. Et comme ça se dessine, si vous voulez, le portrait d'une femme ambitieuse, passionnée parfois, jusqu'à l'excès. Émilie du Châtelet est quand même une figure singulière, en opposition aux normes mondaines de cette époque-là. Elle refuse de se plier au code uniquement pour paraître aux yeux des autres. Une attitude qui illustre sa volonté de s'émanciper, encore une fois, de son statut de femme. Pendant 2 ans, elle plonge dans la vie parisienne et mène une vie riche, passionnée de jeunes célibataires, sans crainte de faire parler d'elle. Au contraire, elle aime se considérer comme une femme libre. Loin de se cacher, Madame du Châtelet, au contraire, s'affiche. Elle adopte une attitude extravagante, sans se soucier une seconde du regard réprobateur des personnes qui sont autour d'elle. Prise d'un enthousiasme si grand, elle devenait capable de poursuivre ses amants dans tous les lieux publics. Elle va même jusqu'à se travestir lors des sorties nocturnes qu'elle peut faire, ce qui n'échappe pas évidemment aux agents de police. L'un d'eux raconte au marquis de Caumont, je cite, « Depuis l'absence de monsieur de Voltaire, elle s'est liée avec un géomètre de l'académie. Il y a quelques jours, ce monsieur ayant fait une partie avec plusieurs de ses amis pour aller à une maison qu'il a à Suresnes ou à Puteaux. La curiosité ou la jalousie détermina Madame du Châtelet à l'y aller surprendre. Son équipage la conduisit jusque sur le boulevard où elle se travestit et monta à cheval. De là, elle se rendit à la maison toujours galopant. Elle y fut reconnue et invitée à partager le plaisir. Ce dernier point était ce qu'elle pouvait faire de mieux. Aussi se livra-t-elle de si bonne grâce qu'elle ne se souvint qu'à minuit que ces gens l'attendaient où elle les avait quittés. Elle les rejoignit comme elle était venue, c'est-à-dire n'ayant d'autre compagnie que celle de son cheval. C'est incroyable de lire des choses pareilles, c'est vrai, c'est extraordinaire. On est à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer d'une femme de cette époque-là.
Madame du Châtelet ne recule donc devant rien, vous l'avez compris, pour profiter de la vie avec ses amants et de la vie tout court, j'allais dire. Une fois, alors qu'elle part retrouver Voltaire dans un lieu public, elle le prend par le cou et l'embrasse à la vue de tout le monde. Pas du tout de discrétion hein, pour la marquise du Châtelet. Le camp dira-t-on, encore une fois, elle s'en fiche. Alors le résultat se fait pas attendre, tout le Paris mondain murmure des inepties, dont parfois même ses propres amis se font les colporteurs. C'est par exemple le cas de son ami Formont qui écrit dans sa correspondance: J'ai trouvé l'épître de Voltaire à Madame du Châtelet pleine d'esprit et peut-être un peu trop pleine de louanges pour l'héroïne. Madame du Châtelet, femme forte, rivale de Newton et de Locke, cela donne trop de prétextes à rire au public. Combien d'agréables diront qu'ils ne croyaient pas avoir couché avec un si grand philosophe. Il y a aussi la jalousie des uns et des autres. Madame du Châtelet comprend qu'elle n'est pas une véritable mondaine. Hein. Sa liberté de parole a trop de valeur à ses yeux. Impossible pour elle de ne pas mépriser les règles qui régissent le grand monde. Elle défraie la chronique parisienne plus d'une fois parce que sa trop grande vivacité et parfois, il faut bien le dire aussi, certains débordements, hein, je crois qu'on a compris, déplaisent à la bonne société où règne bonne manière, savoir-vivre. Il ne faut pas oublier l'époque dans laquelle on est, dans une époque un peu sclérosée. On est dans cette presque milieu du XVIIIe siècle qui est en train de se scléroser lentement et qui va lentement mais sûrement vers la Révolution. Consciente de son rang et des devoirs qui lui incombent, elle fréquente la cour, mais moins par plaisir que par obligation, même si elle peut y trouver plaisir en jouant. L'ambiance est trop guindée pour s'y sentir à l'aise, pour elle en tout cas. C'est pour ces mêmes raisons qu'elle n'a jamais tenu salon ni fréquenté régulièrement l'un d'entre eux, contrairement aux habitudes prises par ses parents. Recevoir l'ennui, ah oui, il faut s'en occuper, et son autorité spontanée l'empêche de se plier à l'étiquette des salons littéraires de Madame Geoffrin, qui d'ailleurs en plus la déteste, donc ça tombe bien. Les salons sont à la fois un espace de rencontre entre personnalités publiques et un événement majeur dans le quotidien des femmes nobles. Vous savez, voulant briller auprès de la noblesse, tenir salon permet aux femmes de s'imposer et de lancer les beaux esprits qu'elles reçoivent. Il faut pour ça revoir le film extraordinaire de Patrice Lecomte, Ridicule, où vous avez exactement ce que je suis en train de vous raconter là. Chez le peuple des salons, la première affaire, celle de tous les jours, c'est de s'amuser, commente l'écrivain Louis-Sébastien Mercier dans son ouvrage Le Nouveau Paris. On y joue, on y mange, ou on y boit du thé, on y fait du théâtre et on y pratique des formes particulières de littérature, poésie galante, ou art épistolaire. Néanmoins, au XVIIIe siècle, il ne s'agit plus d'un lieu où les femmes s'affirment comme auteurs. Leur rôle, je continue de citer, leur rôle par le biais de la réception et de la conversation est pensé comme civilisateur dans l'ordre social et politique du temps. Le respect de la politesse et des règles du savoir-vivre mondain est en effet l'hôtesse y veille. C'est aussi pour cette raison qu'elle choisit avec soin ses convives sur des critères sociaux, de réputation ou, dans le cas des artistes, de talent. Quelles que soient leurs origines géographiques ou sociales, les habitués en viennent ainsi à constituer la bonne société. Donc vous voyez, les femmes ambitieuses, surtout bien sûr lorsqu'elles ont l'occasion de faire preuve d'un de leurs talents, donc de se montrer, peuvent comme ça s'élever dans la société. Parmi les pratiques exigées pour obtenir la reconnaissance de ses pairs, il est nécessaire de savoir jouer d'un instrument de musique. Oui, on voit ça dans beaucoup de films, de la harpe, du piano, avoir des talents de chanteuse, de comédienne, tout en ayant une répartie suffisante pour intervenir dans la conversation. Toutes ces dispositions sont des facultés quasi indispensables pour se présenter à un salon. Encore une fois, dans le film Ridicule, c'est remarquablement vu. Lassées de passer pour des femmes ordinaires, que rien ne distingue des autres, eh bien les maîtresses de salon, comment je pourrais dire, tentent à tout prix de prouver à leurs amis, j'allais presque dire à leurs juges, qu'elles peuvent elles aussi participer au mouvement de la pensée, à la grande bataille pour le progrès et le savoir humain, presque toujours abandonné aux hommes. Il y a quand même, si vous voulez, une sorte de courant qui est en train de s'installer. Les salons parisiens cumulent alors deux prestiges, celui de la mondanité, et celui de la France intellectuelle des Lumières, au point de faire de l'étiquette des salons une sorte de modèle incontournable des vertus et de l'humanité. Et pourtant, rien de tout ça ne semble enchanter Émilie du Châtelet. L'aspect trop hypocrite de ces cercles, on va dire, l'intéresse que très peu. Son mépris, qu'elle ne cache pas le moins du monde, n'est pas au goût de tous et surtout de toutes. Elle s'épanouit, elle, parmi les mathématiques et les scientifiques. Évidemment, un milieu très, très masculin.
Or, une femme qui, aux yeux du monde, se prend pour un homme, alimente méfiance et jalousie. De nombreuses sources témoignent de cette hostilité. La plus marquante, incontestablement, c'est celle de sa fervente détractrice, Madame de Défend. De 1779 à septembre 1780, elle tient un journal où elle note chaque détail en lien avec ses sorties, ainsi que les gens qui venaient chez elle lors des 3 salons hebdomadaires. Un jour, elle écrit au sujet de Madame du Châtelet, je cite, « Née sans talent, sans mémoire, sans goût, sans imagination, elle s'est faite géomètre pour paraître au-dessus des autres femmes, ne doutant point que la singularité ne donne la supériorité. » Et elle ajoute à propos de la marquise, tout ça est charmant, « Représentez-vous une femme grande et sèche, sans cul, sans hanche, la poitrine étroite, 2 petits tétons arrivant de fort loin, de gros bras, de grosses jambes, des pieds énormes, une très petite tête, le visage aigu, le nez pointu, 2 petits yeux verts de mer, le teint noir, rouge, échauffé, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées. » Voilà un portrait d'Émilie du Châtelet, loin de révéler quand même ce qu'elle est réellement. Vous imaginez un petit peu la haine qu'elle peut lui vouer. Alors, on parle souvent de Saint-Simon qui défonce, il n'y a pas d'autre mot, certains personnages. Hein. Heureusement qu'elle a des amis comme ça. Qu'est-ce que ce serait si elle avait des ennemis ? Aristocrate en réalité élégante, au visage fin, dotée d'un nez droit et d'une peau diaphane quand on regarde un petit peu ses portraits, un air d'intelligence bienveillante, bien qu'un tantinet ironique peut-être quand on regarde. Émilie est représentée assise à une table, coquette dans sa robe au ton cuivré, un compas à la main évidemment pour montrer son attirance pour les sciences. Ce portrait est peint dans les règles de l'art, en somme évidemment. Louis Tocqué, portraitiste contemporain de la marquise, donne pour consigne, à propos de la réalisation d'un portrait, « Ne vous écartez jamais des formes si désavantageuses qu'elles soient, la beauté du pinceau peut leur prêter des grâces. » Et oui, donc on ne peut pas savoir réellement à quoi ressemblait cette Émilie du Châtelet, parce que, évidemment, c'est un peu comme aujourd'hui quand on joue avec Photoshop. L'artiste doit certes atteindre au plus près la ressemblance physique, cependant, la ressemblance psychologique compte quand même moins autant au XVIIIe siècle. Et dans ce portrait donne tort à la du Défend. Évidemment, quand on a le portrait, mais évidemment, là aussi, c'est pas neutre. Un portrait qui est payé par la personne ne va pas montrer Émilie du Châtelet avec des dents gâtées, des seins comme on a entendu, etc. Bien, donc, il faudrait voir la vérité peut-être, toujours comme d'habitude, entre les deux. Une part de jalousie vient indéniablement donc biaiser le jugement, mais son témoignage à Madame Dufaux révèle bien le rôle qu'est censée prendre une femme aristocrate au XVIIIe siècle, mais aussi on voit l'hostilité vis-à-vis de celle qui voudrait s'en démarquer, justement précisément comme Émilie. Mais heureusement, elle peut compter sur ses amis fidèles, elle en a quand même. Et son premier admirateur, Voltaire, c'est quand même aussi son plus ardent défenseur. À peine tombe-t-il amoureux de celle qu'il appelle la divine Émilie, qu'il rédige pour la consoler une épître sur la calomnie. Alors je cite, parce que c'est quand même Voltaire. « Écoutez-moi, respectable Émilie, vous êtes belle, ainsi donc la moitié du genre humain sera votre ennemi. Vous possédez un sublime génie, on vous craindra, votre tendre amitié est confiante et vous serez trahi. Votre vertu dans sa démarche unie, simple et sans phare, n'a point sacrifié à nos dévots, craignez la calomnie. » Eh oui, c'est du Voltaire. Il lui dédie Alzire avec ses phrases élogieuses. « Heureux esprit que la philosophie ne peut dessécher et que les charmes des belles lettres ne peuvent amollir. Qui sait se fortifier avec Locke, tel est votre génie, madame. Il faut que je ne craigne pas de le dire, quoique vous craigniez de l'entendre. Il faut que votre exemple encourage les personnes de votre sexe. » De quoi, vous voyez, exaspérer les mauvaises langues. Et sans surprise, en parlant de Voltaire, Madame de Défend donc réplique « C'est lui qui la rend l'objet de l'attention du public et le sujet des conversations particulières. Selon ce jugement et celui des bien d'autres après elle, c'est uniquement sa relation avec Voltaire qui lui permet de feindre intervenir dans le domaine scientifique. Mais quelle horreur! Idéalisée, voire idolâtrée par ses amants, attaquée par la gente féminine des salons, la marquise, et vous l'avez compris, ne cesse de faire parler d'elle. À défaut d'être une femme admirable, elle est déjà une femme admirée, comme le résume Elisabeth Badinter, vous pensez bien, dans sa biographie sur la marquise. Malgré toute l'exaltation ressentie, Émilie évolue dans les salons mondains, quand même, sans jamais assouvir ses réels désirs. Entraînée dans une vie de constante frustration auprès de ses amants, elle se donne alors corps et âme dans la spéculation intellectuelle. Certes, elle aime le plaisir, les arts, la vie de société, le théâtre, les parures, les jeux d'argent, mais elle aimait surtout les exercices de la pensée.
Il paraît donc évident que les salons ne sont donc pas faits pour elle, ça tombe bien, elle n'aime rien tant que les petits groupes d'amis, bons vivants et partageant ses goûts pour le divertissement et le travail. Le véritable plaisir d'Émilie se trouve donc à son bureau, la nuit, dans sa correspondance avec des savants de toute l'Europe, recherchant le savoir avec passion. Madame du Châtelet se moque donc pas mal d'être une femme bien. Sa seule préoccupation est d'être la première savante de son temps. Elle le cherche, elle le recherche pendant très longtemps. Elle va afficher sans honte son ambition. Elle confie à Algarotti son désir extrême d'aller faire de la physique avec des savants anglais pour être, je cite, la première femme qui ait été en Angleterre pour s'instruire. Envie qui montre quand même son ambition d'être l'égale des plus grands comme Voltaire et Maupertuis, qui ont tous les deux traversé la Manche, évidemment, pour compléter leurs connaissances. Pour ce qui est de sa passion des sciences, elle ne l'assouvit qu'avec d'authentiques savants. Je cite, « Jamais une femme ne fut si savante qu'elle, et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle. C'est une femme savante. Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire, et jamais elle n'en parla pour se faire remarquer, écrit Voltaire dans la préface historique des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. » Au fur et à mesure qu'elle approfondissait tel ou tel aspect de la physique et des mathématiques, elle va faire appel aux meilleurs esprits de son temps pour recevoir les éclaircissements nécessaires pour continuer son travail. Maupertuis a été son premier professeur, certainement le plus déterminant. C'est Voltaire qui avait insisté auprès de son nouvel ami pour qu'il accepte de diriger les études d'Émilie. Maupertuis va céder donc à la requête de Voltaire et se faire professeur de géométrie de la jeune femme de déjà 28 ans. À lire la correspondance de Madame du Châtelet, on a le sentiment d'avoir affaire à une écolière studieuse. Elle va régulièrement chez lui, en ce début 1734, prendre sa leçon. Il lui donne des devoirs à faire entre chaque séance qu'il corrige à la fois suivante, ça nous rappelle des souvenirs. Elle travaille d'arrache-pied pour ne pas le décevoir. Elle montre toute l'humilité qui sied à l'élève d'un grand homme. « J'ai passé hier toute ma soirée à profiter de vos leçons. Je voudrais bien m'en rendre digne. Je crains de perdre la bonne opinion que l'on vous avait donnée de moi, » écrit-elle. Est-ce que Maupertuis avait montré quelque agacement lors d'une leçon qu'Émilie s'empressait de lui écrire? On ne sait pas, parce que voilà ce qu'elle écrit. « Je sens que je ne dois pas abuser de votre complaisance. J'ai beaucoup étudié et j'espère que vous serez un peu moins mécontent de moi que la dernière fois. » Alors parfois, elle se fait plaintive aussi. « Vous n'avez pas envie d'encourager ?» Insistante. « Je l'ai passé, la soirée donc, avec des binômes et des trinômes. Je ne puis plus étudier si vous ne me donnez une tâche et j'en ai un désir extrême. » Au bout de quelques mois de leçons, Maupertuis quand même abandonne son élève pour aller philosopher à Bâle, tandis qu'Émilie reprend le chemin de Cirey en septembre 1734. Il n'empêche que pendant les 2 années suivantes, elle va profiter au maximum des lumières de son maître à chaque fois qu'il acceptera de rencontrer son encombrante élève. Ce qui, il faut bien le reconnaître, va être de plus en plus rare. Maupertuis préfère correspondre avec elle plutôt que d'encourir ses assauts amoureux parce qu'évidemment, encore une fois, son côté entier fait qu'elle pourrait aussi aller, pourquoi pas, chatouiller un petit peu son professeur, si vous voyez ce que je veux dire. Au fil du temps, Émilie n'a plus rien de l'élève passive. Elle sait apprécier, critiquer, prendre parti, même si elle continue de solliciter l'avis de Maupertuis sur tel ou tel problème de physique ou de géométrie. On a le sentiment qu'elle traite presque d'égal à égal avec lui, en dépit des formes obligées de politesse et de modestie. Au début de leur rencontre, elle se souciait peu de le prendre comme guide dans ses études, puisque Maupertuis était devenu, vous l'avez compris, son amant et son professeur. Tout ça suffisait à sa tâche. Mais quand Maupertuis a pris ses distances, eh bien, Émilie va se rapprocher de Clairaut, qui va devenir son maître en géométrie et son initiateur en astronomie, puis peut-être plus. Doué de toutes les qualités d'urbanité, dont Maupertuis était dépourvu, Clairaut aimait à rendre service et il n'a pas pu résister au charme d'une élève si douée. Bien sûr, il va faire à Cirey plusieurs séjours et confier à l'un de ses amis parisiens, je cite, « J'avais là 2 élèves de valeur très inégale, l'une tout à fait remarquable, tandis que je n'ai pu faire entendre à l'autre, Voltaire, ce que sont les mathématiques. » Aux yeux de Clairaut, Émilie est une femme d'une exceptionnelle intelligence. Et s'il accepte d'aller jusqu'à Cirey, ou de la conseiller pour son commentaire de Newton, c'est qu'il lui reconnaît une indiscutable compétence scientifique. Elle-même avoue à plusieurs reprises son admiration pour les travaux de Clairaut. Enfin, Madame du Châtelet a eu un 3e professeur à demeure. En 1739, elle demande à Koenig, élève du leibnizien Wolff, de venir s'installer chez elle pour lui donner des leçons de géométrie. Il la suit en Belgique où elle se partage entre les leçons de maths et son interminable procès. Elle se dit ravie
de son nouveau professeur dans une lettre à Bernoulli d'avril 1739. Mais elle découvre très vite qu'il n'a pas les qualités pédagogiques de Maupertuis ou de Clairaut, et au lieu de l'aider ou de la stimuler, Koenig la décourage en voulant sauter les étapes. Elle avoue désespérée à Maupertuis qu'elle comprend rien du tout à l'algorithme. J'ai bien peur, dit-elle, qu'il ne soit bien tard pour moi pour apprendre tant de choses si difficiles. Monsieur de Koenig me mène un train de chasse que j'ai bien peine à suivre. Je suis quelquefois prête à tout abandonner. Je ne sais trop si Koenig a envie de faire quelque chose de moi. Je crois que mon incapacité le dégoûte. Et la brouille n'est pas loin entre le maître et l'élève qui font état l'un pour l'autre d'une réelle incompatibilité d'humeur. Émilie demande à Maupertuis d'intervenir auprès du fils Bernoulli qui réside à Bâle pour qu'il accepte de venir remplacer Koenig auprès d'elle. L'affaire est conclue. Maupertuis conseille à Bernoulli de se rétracter et Madame du Châtelet restera le bec dans l'eau. Si l'influence de ces savants dans la vie d'Émilie n'est plus à démontrer, Voltaire n'en reste pas moins celui qui révélera au grand jour le véritable génie de notre marquise. L'amour de Voltaire pour Madame du Châtelet repose avant tout sur l'admiration qu'elle suscite en lui. Son intelligence le fascine littéralement, et il la considère sincèrement comme supérieure à la sienne. Lorsqu'il l'appelle la sublime ou la divine Émilie, au sens propre du terme, il est littéralement subjugué par elle. C'est la première fois qu'il rencontre une femme de cette qualité, capable même de le conseiller dans ses travaux. Tout au long de leur vie commune, son intelligence ne cessera de l'émerveiller. En novembre 1733, il confie à Sade « En vérité, Madame du Châtelet est un prodige ». 2 ans plus tard, il est toujours aussi charmé par les dons de sa compagne. Elle lit Virgile, Pope et l'algèbre comme d'autres liraient un roman. Il n'y a rien dans tout ce siècle de si admirable qu'elle, dit-il. Pour comprendre son admiration, il faut bien apprécier la rare qualité de notre Madame du Châtelet. Quelle autre femme, au XVIIIe siècle, aurait pu prétendre se montrer à la fois physicienne et philosophe, lire Cicéron et Pope dans le texte, critiquer avec brio les physiciens de l'Antiquité, chanter l'opéra la nuit, retrouver Newton le jour. Aucune autre ne pouvait commenter Wolff ou la Bible de concert avec lui et en faire une critique aussi brillante. Voltaire ne la considère pas seulement comme son égale, mais comme le juge suprême de ses réflexions et de son œuvre. Il lui soumet respectueusement ses ouvrages et ses pièces. Émilie tranche de tout et renvoie parfois la copie afin de correction. Docile, Voltaire se remet au travail, confiant dans son jugement. On parle bien de notre Voltaire. Non seulement il ignore toute jalousie à son égard, mais au contraire, il affiche volontiers une fierté touchante, comme un père qui ne peut se retenir de compter les succès de sa fille. Convaincu qu'elle a du génie, il prend le monde à témoin des vertus de sa femme, car il entend qu'elle soit regardée par tous avec ses yeux à lui. Bien sûr, quand je dis sa femme, vous avez compris que c'était sa maîtresse. Voltaire, par son enthousiasme, et donc le mien avec, décuple les forces de Madame du Châtelet et stimule sa volonté déjà grande. Divine, géniale, Minerve, elle accepte tous ses compliments avant même d'avoir rien publié. Ravi, il proclame la supériorité de sa compagne. Alors encore une fois, sa compagne, sa maîtresse, etc. Et la déclare tour à tour un astre dont il est un satellite ou la substance dont il est l'accident. Si Voltaire tient une place importante dans la carrière d'Émilie, c'est pas seulement parce qu'il lui offre une stabilité affective, longtemps attendue, et une existence sereine. Il sait la convaincre de son talent. Il l'a si bien encouragée à exploiter ses dons qu'elle a fini par croire qu'elle pouvait faire aussi bien, voire mieux, que les hommes de son entourage. Et c'est particulièrement vrai pour les sciences. En 4 ans de vie commune à Cirey, il a pu observer les progrès quotidiens qu'elle a faits dans ces disciplines. La brillante collaboratrice qu'elle était au début est rapidement devenue un maître qu'il ne peut plus suivre. Lorsqu'Émilie rejoint définitivement Voltaire à Cirey dans l'été 1735, le couple s'organise une vie studieuse.
Sa période d'extrême dissipation prend fin à cette période lorsqu'elle décide d'abandonner la vie mondaine et tourner le dos au mirage parisien définitivement. Le château de Cirey constitue un lieu clé de l'héritage du Châtelet et occupe une place centrale dans la vie d'Émilie. Ce château est rasé au XVIIe siècle, des travaux de restauration sont entrepris, mais il est rapidement laissé inachevé par manque de moyens et c'est à ses frais que Voltaire rénove le château, alors très délabré. Avec Émilie, ils aménagent un luxueux appartement pour elle et construisent une nouvelle aile pour lui au nord de la cour d'honneur. Ils accordent également une place importante à l'amélioration des cours et jardins du château. Émilie est fière de ses bibliothèques et de son, je cite, assez beau cabinet de physique, des télescopes, des quarts de cercle, des montagnes de dessus lesquelles on jouit d'un vaste horizon et s'entoure d'instruments en tout genre, mathématiques, physique, chimique, astronomique, mécanique. Entre 1734 et 39, ils font de ce lieu leur résidence principale. Elle y travaille dur pour maîtriser les arts de la physique et la métaphysique. Les amants y vivent relativement coupés du monde, recevant principalement la visite de savants tels qu'Algarotti, Maupertuis, Bernoulli ou encore le père Jacquier. Voltaire, qui rentre d'un voyage en Angleterre, fait découvrir à Madame du Châtelet les travaux de Newton qu'ils étudient en profondeur. Et cette découverte est pour elle un déclic. Dans leur solitude heureuse, ils se laissent aller à la même frénésie de travail. Pendant qu'elle se consacre à l'algèbre et l'anglais, Voltaire écrit « La Pucelle, le siècle de Louis XIV, la mort de Jules César naîtront de cette résidence à Cirey. » Lorsqu'ils se retrouvent en tête-à-tête, ils commentent avec sérieux les œuvres de Locke, Pope, Newton. Ils parlent de science, de métaphysique ou encore de religion. Voltaire et Émilie établissent entre eux une véritable, symbiose intellectuelle. Émilie ne pouvait rêver mieux. Au début de leur liaison, elle a le grand pouvoir d'apaiser son compagnon. Elle a su faire de Cirey un paradis terrestre où Voltaire profite d'un rare bonheur. Bien qu'ils travaillent chacun dans leur chambre, ils passent de longues heures ensemble à échanger leurs idées et s'envoient des petits mots d'une pièce à l'autre dès qu'ils sont séparés. Pendant ces premières années, l'un et l'autre vont produire une œuvre considérable. L'inspiration leur vient tout naturellement. Les amis de passage à Cirey témoignent à plusieurs reprises de leur étonnement devant leur assiduité au travail. Madame de Graffigny, après son séjour à Cirey, écrit « Émilie passe tous les jours presque sans exception jusqu'à 5 et 7 heures du matin à travailler. Elle ne dort que 2 heures et ne quitte son secrétaire dans les 24 heures que le temps du café qui dure 1 heure et le temps du souper et 1 heure après. » Après une journée de travail, le soir venu, lorsque les invités ont fini de dîner, proposition leur est faite de jouer une pièce de théâtre. Et si la marquise adore étudier, elle n'en oublie pas pour autant son amour du théâtre et de la comédie. Madame de Graffigny, qui se rend au château entre décembre 1738 et mars 39, raconte dans ses lettres la frénésie véritable théâtrale des habitants de Cirey. Émilie ne laisse aucun répit à ses invités qu'elle oblige à jouer toute la nuit. Le château de Cirey est aussi le lieu d'expérimentation scientifique. Lorsque, en 1737, l'Académie des sciences lance un concours sur la nature du feu et sa propagation, Voltaire s'inscrit. Dans ses recherches, il reprend la théorie des 4 éléments d'Aristote. Le feu est une substance matérielle, il doit donc avoir un poids. Pour le démontrer, Voltaire réalise des expériences aux forges voisines de Cirey pour y peser des quantités importantes de fer en fusion. Bien sûr, ils font ça tous les deux. Mais lors d'une pesée, après refroidissement, il se rend compte que le poids est toujours le même. Lors d'une deuxième série d'expérimentations sur de la fonte en fusion, la conclusion surprenante est que la fonte refroidie est plus lourde que la fonte chaude. L'hypothèse de Voltaire pour résoudre ce problème est à la croisée des théories défendues jusqu'à la fin du siècle, défendues par Stahl et Lavoisier. Émilie assiste à toutes les expériences et n'est pas convaincue par les conclusions de notre Voltaire. L'été 1737, après 2 ans de travail acharné, elle décide de concourir elle aussi au prix de l'Académie des sciences qui a pour sujet la nature du feu et sa propagation. Puisque Voltaire y participe, pourquoi pas elle ? En toute discrétion. Elle rédige en quelques nuits son mémoire qu'elle envoie anonymement à l'Académie. Sa dissertation écrite en secret ne fait pas moins de 139 pages, dans lesquelles elle tente de faire une synthèse de toutes les connaissances sur la nature du feu. On aperçoit quand même déjà son envie de diffuser des connaissances, peu importe qu'elle les ait découvertes ou bien réunies. Parce qu'ici,
Sans apporter des faits expérimentaux nouveaux, elle y fait preuve d'une vraie rigueur et originalité. Ses idées sont parfois étonnantes. Comme l'affirme Robert Mauzy dans son introduction au discours sur le bonheur, écrit par Émilie elle-même, je cite « Le feu lui permet de rêver la vie des choses et d'animer la matière que la seule gravitation tendait à alourdir. Il est clair qu'il n'y a rien ici de scientifique et qu'Émilie ne fait que formuler, en termes abstraits, l'image du feu, symbole trop immédiat du mouvement et de la vie. Après avoir ainsi fait du feu selon une très vieille symbolique, l'âme du monde, l'imagination de Madame du Châtelet semble refluer vers le rêve opposé, le rêve du repos et de la substance. Le feu sera logé à l'intérieur de chaque chose. Il en deviendra le centre mystérieux et secret, puissance implicite et virtualité heureuse. Alors évidemment, ni elle ni lui ne remportent le prix. Le prix de l'Académie est décerné à Léonard Euler, mais l'Académie va leur faire l'honneur de publier quand même leurs travaux. Et c'est une première pour une femme. C'est bien la première fois que l'Académie des sciences publie le texte d'une femme, et ce privilège lui donne donc une place encore jamais donnée au sein de la communauté scientifique française. D'ailleurs, le fameux Journal des savants lui consacre 2 comptes rendus élogieux, montrant quand même le cas qu'il faisait de cette œuvre sérieuse et néanmoins osée. En effet, la marquise, qui ne manque encore une fois ni d'audace ni de courage, s'est autorisée à critiquer la théorie des forces du secrétaire de l'Académie des sciences, l'honorable Dourtou de Meyran. Vexé, il va publier une réponse et tente de la ridiculiser, mais il l'a bien sous-estimée. Elle lui répond à nouveau avec justesse et avec une insolence humiliante. La querelle entre Dourtou de Meyran et Madame du Châtelet oppose pour la première fois dans l'histoire des sciences un homme et une femme. En effet, Émilie y critique la pensée du scientifique et c'est à elle que l'avenir donnera raison. Pourtant, ce n'est qu'en 1744 qu'elle se met véritablement au travail. Son objectif, ce qui est incroyable vu tout ce que je vous ai raconté, son objectif, traduire du latin en français l'œuvre maîtresse de Newton, les Principia Mathematica, trop peu connue en France. Certes, les pères Jacquier et Le Seur ont déjà proposé un commentaire du système newtonien, mais il est lui-même écrit en latin. Voltaire encourage la traduction de ces textes, considérant le latin comme obsolète déjà pour développer de nouvelles théories scientifiques dont les principes n'ont aucun équivalent dans cette langue. Souvent interrompue par ses multiples obligations et ses allers-retours, la marquise met 5 ans pour atteindre son but de traduire l'œuvre du savant anglais. Les années 1745 et 46 sont intégralement consacrées à cette traduction ardue. En 48, les travaux prennent du retard. Émilie est trop distraite par sa passion folle pour un certain Saint-Lambert. Impossible de travailler au milieu d'une telle dissipation, c'est quand elle réalise qu'elle est enceinte de son amant qu'elle ressent l'urgence de finir son travail au plus vite. Parce que, figurez-vous qu'un mauvais pressentiment la prend. Elle est convaincue de ne pas survivre à sa grossesse. La crainte de mourir avant de finir son plus grand dessein l'obsède. Elle s'enferme dans son bureau parisien durant 6 mois pour terminer sa traduction. C'est son exposition abrégée et sa solution analytique qui occupent près d'un tiers de ces 2 volumes, publiés à titre posthume en 1759. Elle sait que ses travaux sont son ultime espoir de survivre peut-être après sa mort. Elle aspire depuis très longtemps à la postérité. Ses craintes et ses espoirs se réalisent. Le 10 septembre, elle meurt en couche. La mort de cette femme éminente a quelque chose effectivement de pathétique, mais aussi de profondément émouvant. Elle qui a cherché toute sa vie à briser les interdits qui régissent la vie des femmes, meurt finalement comme bien des femmes, des suites d'un accouchement compliqué comme on pouvait le vivre, si je puis dire, à cette époque-là. Le jour même de sa mort, elle signe promptement la fin de son manuscrit et le fait parvenir à la bibliothèque du roi. Elle veut à tout prix l'y conserver. Fidèles à la mémoire de leur ami, Voltaire et Clairaut prennent bien soin de soigner la publication de l'ouvrage de la marquise du Châtelet en 1756 et 59. Dans la préface qu'il va rédiger, Voltaire lui rend cet hommage, je cite, « Cette traduction que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres doivent étudier, une femme l'a entreprise et achevée à l'étonnement et à la gloire de son pays. » Madame du Châtelet, donc, on peut le dire, a gagné son pari. Non seulement elle a mérité le titre de savante, mais sa traduction
est la seule accessible au lecteur français de Newton jusqu'à la fin, écoutez bien, du XXe siècle. Cette gloire, même modeste, c'est vrai, lui assure une pérennité. Cette traduction est ainsi importante, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi méthodologique, ce que salue d'Alembert dans l'encyclopédie, où il écrit en citant le travail de Madame du Châtelet, je cite, « Quelques auteurs ont tenté de rendre la philosophie newtonienne plus facile à entendre. » Son titre de gloire est donc bien celui de passeur scientifique, de transmetteur de savoir entre les générations euclidiennes et les générations leibniziennes. Et donc, elle est tellement connue que c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui dans Timeline. Vous l'avez compris. Alors, on va parler maintenant de la bibliographie, bien sûr. Élisabeth Badinter, Émilie, l'ambition féminine au XVIIIe siècle, chez Flammarion en 83. Alors, Élisabeth Badinter, donc, c'est écrit par une femme. Donc, est-ce que c'est réellement objectif ? On peut se poser la question. En tout cas, voilà, toujours avoir l'œil le plus scientifique possible. De Daniel Muserel, Élisabeth Badinter, catalogue de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, aux éditions de la BNF en 2006. De Daniel Muserel, Élisabeth Badinter, le catalogue de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, aux éditions de la BNF en 2006. De Françoise de Graffigny, évidemment la correspondance de Madame de Graffigny, Vie privée de Voltaire et Madame du Châtelet, 1739, vous en avez eu quelques morceaux choisis. De Louis-Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris en 1799. Martine Sonnet, L'éducation des filles à l'époque moderne, historien et géographe, association bien sûr des professeurs d'histoire et de géographie, 2006. Émile Séget, Les sciences au XVIIIe siècle, la physique de Voltaire, bibliothèque de philosophie contemporaine, 1873. Voilà, merci à Emmanuel Alavoine d'avoir préparé et écrit cette émission. Et dorénavant, vous savez, nous rajoutons des informations, des news, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il faut parler anglais. Histoire de l'art, patrimoine, archéologie, même préhistoire, on peut aller très très loin. Et justement, Emmanuel, allez, c'est vous qui allez vous y coller, vous allez nous distiller les informations que nous avons sélectionnées cette semaine. Et pour la première, je crois que nous traversons la Manche. Et oui, donc pour commencer, quelques nouvelles venues tout droit d'Angleterre. Il s'avère que le célèbre monument mégalithique Stonehenge ne nous a apparemment pas livré tous ses secrets. D'après l'équipe de l'archéologue anglais Michael Pearson, certains des mégalithes auraient été probablement repris d'un cercle de pierres plus ancien. Et quand je dis plus ancien, il serait question ici de plusieurs siècles. Les datations par radiocarbone réalisées en 2014 dans la carrière d'origine de ces mégalithes au Pays de Galles mettent en évidence un écart important entre l'extraction et la disposition des mégalithes. Donc, et pour étayer cette hypothèse, l'archéologue rapporte que certains de ces mégalithes de Vaughan-Moon, un ancien cercle de pierre des collines de Preseli, manquent de ce cercle. Les dernières conclusions montrent que ces pierres placées dans ce cercle de Vaughan-Moon il y a plus de 5200 ans ont été par la suite emportées 300 à 400 ans plus tard, soit au moment de l'édification des premiers cercles de pierre à Stonehenge. Donc Stonehenge n'a définitivement pas fini de nous impressionner. Donc si j'ai bien compris, c'est ça, il y avait autre chose avant, ailleurs. C'est ça. C'est absolument extraordinaire. Qui a servi à créer Stonehenge, le plus connu évidemment. Seconde info, retour à Paris. Je crois qu'on va faire de la pub pour un podcast qui n'est pas le nôtre. C'est ça, donc je vous recommande un podcast en complément de Timeline, bien sûr, qui allie histoire, art et enquête policière. Puisque si vous étiez trop occupé à vous prélasser cet été, vous êtes peut-être passé à côté des enquêtes du Louvre. Mais je vous rassure, il n'est pas trop tard pour les découvrir. Cette première saison, qui compte au total 5 épisodes, expose sous un nouveau jour les œuvres majeures du plus grand musée du monde. Parmi les historiens et historiens de l'art, vous pouvez écouter d'autres intervenants plus inattendus, comme Isabelle Autissier, navigatrice et survivante d'un naufrage. Vous parlez du radeau de la Méduse de Jéricho, ou encore David Desclos, ancien cambrioleur. Vous parlez de l'enquête sur le vol d'un diamant d'une pureté rare en pleine Révolution française. Super idée, merci beaucoup Emmanuel. Voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous, vous le savez, sur Facebook bien sûr, sur Instagram, Timeline Podcast, et vous réussirez comme ça à vous tenir au courant de la sortie des émissions et de toute l'actu qui peut exister. Et vous savez qu'il y en a, parfois il y a même des coups de gueule. À la semaine prochaine, merci.